Bonjour à tous. Ce que je présente aujourd'hui, c'est le 12e chapitre de ma mémoire. Donc, il a plein d'informations à fournir, mais je vais essayer d'être le plus bref possible parce que vraiment, je n'ai pas un texte solide à ce point-là. Je n'ai pas encore un texte que je puisse lire. Donc, je m'excuse aussi d'abord si ça s'écoute comme si je fais des détours bizarres. J'essaie seulement de présenter ce que je n'ai jusqu'à maintenant. Et il y a plein de textes que j'ai essayé de mobiliser. Donc, je vais essayer de rester dans une ligne argumentative, disons, claire. Mais c'est sûr qu'il y aura des problèmes que je n'ai pas encore adressés. Donc, j'espère que cette présentation pourra aussi m'aider à mieux encadrer ma pensée. Donc, je commence. J'ai une petite structure. Je vais parler de l'éducation dans les lois et l'éducation gymnastique et musicale, mais surtout l'éducation gymnastique. Donc, d'abord, je vais essayer de définir lesquels est les problèmes. Les définitions, on mobilisera deux définitions d'éducation dans les lois. Après, on proposera une hypothèse de travail, c'est-à-dire que la magnésie, c'est une cité pour les non-philosophes, en contraste avec la Callipolis, qui est une cité, elle, pour des philosophes. Et finalement, je vais faire quelques remarques comme à manière de conclusion sur la possibilité d'éduquer les rationalités chez Platon. Donc, je commence avec les deux définitions d'éducation dans les lois. Les lois, comme vous savez, et comme Aristote disait, ce sont des lois. C'est une législation complète pour une cité, une nouvelle cité que Platon, l'étrangère, nomme la Magnésie. Donc, c'est une colonie de crétoises qui va se situer dans un certain endroit géographique déterminé dans la Crète. Et donc, Clinias, un des vieillards qui parle dans les dialogues, est chargé de fournir une législation. Donc, la question de l'éducation, d'abord, se propose comme faisant partie de la législation. La première définition du parcours éducatif qu'on trouve dans les lois apparaît dans le livre 1. Et il s'agit surtout de montrer que le but de l'éducation, le but d'un parcours éducatif en gymnastique et en musique, c'est d'aider aux enfants à atteindre la vertu. On veut que tous les citoyens soient vertueux. C'est ça l'objectif de l'éducation. Et la première définition, comme vous pouvez le voir dans l'extrait, parle de ceux qui sont bien éduqués et ceux qui sont mal éduqués. Et on comprend que les gens éduqués sont ceux qui ont une capacité d'être, comment dire ça, ils sont en capacité d'être excellents, d'être vertueux. Cette définition, on parle d'une complémentation entre la... Je m'excuse, j'ai perdu mes mots. Et la deuxième définition de l'éducation apparaît aussi dans les premiers livres de loi, et ça vient comme un complément de la première définition. Ici, on parle d'une précision sur on est excellent, mais sur quoi? On est excellent au moment de danser, harmoniser nos âmes. Et l'excellence se reflète de manière concrète dans la manière où on danse.
Donc, c'est un parcours qui s'octroie d'abord aux enfants. Ici, lorsque l'étranger d'Athènes présente les problèmes de l'éducation, on parle de gymnastique d'abord. On parle d'une manière de danser, une manière de comprendre le mouvement corporel. Et la caractéristique la plus, je dirais, présente de l'éducation dans les lois, c'est qu'on n'a pas, on ne trouve pas une mention explicite à l'éducation philosophique, ce qui était un enjeu dans la République, un enjeu présent. Dans les lois, il semble disparaître. Donc, d'abord, on ne comprend pas pourquoi. Mais ce qui est aussi clé dans les lois, c'est le fait que les exercices gymnastiques abordent d'abord la danse. Il s'agit vraiment d'utiliser le corps comme un outil pour arriver à une certaine harmonie dans l'âme. Si on compare ça avec la manière dont Socrate présente la gymnastique dans la République, on voit qu'il a un petit écart. Parce que dans la République, lorsque Socrate parle de la gymnastique, il parle surtout des exercices militaires, des exercices qui vont travailler le courage, exercer les hommes, les préparer pour mieux faire la guerre. Tandis que dans les lois, il a une mention explicite à la guerre. La guerre, en fait, ce n'est pas l'objectif de la cité. Ce n'est pas quelque chose que une bonne cité doit législer pour. On vise surtout à la paix. Donc, il a une valorisation de la paix dans les lois, ce qui dans la République, et particulièrement dans les contextes du parcours gymnastique, on ne trouve pas. Donc, ça, c'est le premier problème qu'on voit lorsqu'on compare les deux parcours. Et ensuite, le deuxième problème qu'on voit dans les lois et qui n'est pas présent dans la République, c'est le fait que l'éducation semble se perdre. C'est-à-dire, on a, lorsque l'enfant grandit, et dans le meilleur des cas, les magnets, les petits enfants magnets, pourra voir ses bonnes habitudes s'affaiblir dans les meilleurs des cas, mais dans les pires, il disparaissait. Donc, c'est ça le problème, que l'éducation, la première éducation vertueuse, disons, les bonnes habitudes de vie, l'harmonisation de peine et plaisir qu'on donne aux enfants, d'abord, n'est pas suffisante pour produire des hommes vertueux. Parce que ces habitudes-là vont disparaître éventuellement. La vie, la croissance, la manière dont les enfants se déroulent son formation aide ou fait de sorte que la première éducation se perd, les bonnes habitudes de vie se perdent. Donc, c'est pour ça que les dieux qui ont pris piété de nous, qui ont fait qu'on comprenne les enjeux auxquels l'humanité est soumise, ont donné la choréa, la danse et les exercices musicaux et la poésie pour améliorer cette manque éducatif, ces défaillances éducatives. Donc ça, dans la République, n'apparaît pas du tout. Dans la République, ce qu'on a, c'est une manière, une affirmation où Socrate dit que l'éducation, c'est ça qui permet la continuité de la Callipolis, qui permet à la Callipolis d'accéder à la stabilité politique, parce que c'est elle, la paideia, ce qui assure que les principes de spécialisation restent en place.
Et dans les lois, c'est le contraire. Dans les lois, on parle d'une éducation vertueuse, des bonnes habitudes de vie, mais ces habitudes se perdent. Donc, il y a un petit écart entre ce que le dialogue propose et plein de commentateurs ont essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il a ces changements. Est-ce que ces changements révèlent en fait que Platon change d'avis, que sa philosophie politique se développe d'une manière différente dans les lois, qu'il fait une révision de ce qu'il a déjà affirmé dans la République, ou est-ce qu'il y a une continuité entre les deux projets politiques, et si c'est ça le cas, de quel type de continuité on parle. Donc, mon hypothèse de travail pour résoudre ces contrastes, c'est, vous l'avez dans les camps, les deux parcours éducatifs que Platon présente, soit dans la République, soit dans les lois, ne s'adressent pas au même individu. C'est-à-dire, l'éducation dans la République s'adresse d'abord aux dirigeants, aux classes dirigeantes et gardiennes et leurs auxiliaires. Il s'agit surtout de présenter une éducation qui puisse former les meilleurs dirigeants possibles, les plus justes, les plus vertueux. Mais dans la République, dans la formation que Callipolis donne à ses citoyens, on n'a pas une véritable mobilisation d'un parcours éducatif pour la classe productrice. Socrate ne parle jamais de comment est-ce qu'on pourrait former l'épithométikon, la classe productrice. Même il semble que cet enjeu, ce n'est pas vraiment un enjeu pour lui. C'est quelque chose qu'il ne considère pas du tout, et ça peut nous faire penser que les producteurs n'auront pas le droit à une éducation. Au moins en éducation, de la même manière que ces parcours gymnastiques, musicales et après philosophiques que suivent les gardiens et les auxiliaires aussi. Dans les lois, par contre, il semble que tous les citoyens, tous les magnètes auront droit à cette éducation, auront accès à ces parcours éducatifs. Donc, on ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce qu'il a cet écart, pourquoi est-ce que pourquoi dans la République, on ne parle pas du tout de cette éducation pour le peuple, pour les producteurs, tandis que dans les lois, on parle d'une éducation pour tous les citoyens. Il n'a pas vraiment des exceptions, il n'a pas une mention aux classes sociales. On comprend dès les premiers livres de loi que l'éducation vise à tous les magnètes. Donc, la manière que j'ai trouvé de résoudre cet enjeu, c'est de proposer que l'éducation dans la République vise seulement ces hommes et femmes qui possèdent un naturel philosophe, c'est-à-dire qui ont les capacités cognitives de comprendre qu'est-ce que c'est le bien authentique, de connaître, ont un accès à la connaissance, tandis que dans les lois, l'éducation vise ces hommes et femmes qui ont un naturel plutôt appétitif ou automatique, c'est-à-dire un naturel qui ne peut pas accéder à la connaissance, des hommes, des femmes, des individus qui n'ont les capacités cognitives pour accéder à la connaissance, au bien, donc sont philodoxons, c'est-à-dire des amants de l'opinion. Et dans ce sens-là, ils sont des hommes, des individus irrationnels, non parce qu'ils ne sont pas des hommes fonctionnels, mais parce qu'ils n'ont pas un accès véritable à ce qu'est la connaissance. Et pour Platon, le standard de la rationalité, c'est le philosophe. Le philosophe, c'est l'homme le plus rationnel qu'il a, parce qu'il a vraiment son âme en harmonie et il est capable de comprendre qu'est-ce que c'est le bien. Tandis que les producteurs
au moins dans la Callipolis, n'ont pas cette capacité de connaître, cette capacité à connaître. Donc, c'est ça l'enjeu dans les lois. On a une éducation générale pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont des philodoxons, qui sont des amants de l'opinion. Alors, la manière dont j'ai essayé de soutenir cette proposition, c'est avec les thèses que Julia Annas a soutenues dans son dernier livre, Virtue and Law, in Plato and Beyond. Elle parle d'un projet méthodologique différent dans les lois. Dans la magnésie c'est une cité réelle, concrète, qui vise à établir en pratique un style de vie concret. Ce n'est pas une cité en parole comme la Callipolis, ce n'est pas une cité irréalisable comme la Callipolis. C'est vraiment un projet politique ancré dans une réalité concrète. Donc, à cause de ça, c'est vrai que les ressources méthodologiques, les ressources matérielles que Platon a pour façonner ce nouvel projet politique sont différentes à ceux qu'il considérait pour la Callipolis, dans la République. Donc d'abord, on a des hommes et des femmes qui viennent des cités de toute la Grèce, ou au moins de toute la Crète, et ça veut dire que les premières arrivantes de la Magnésie seront des hommes avec des opinions et des croyances déjà ancrées. Ils auront certaines opinions concernant ce qui est le bien pour eux, et la manière dont le législateur de la Magnésie fera pour leur convaincre d'accepter la législation, c'est en utilisant des méthodes persuasives, telles que l'extrait que vous voyez en écran montre. Ce que l'Athénion, l'étrangère d'Athènes, peut faire avec Clinias et McGill, c'est vraiment de les convaincre que les lois crétoises, telles qu'ils étaient établis à l'époque, étaient déjà bonnes. Mais ils avaient la capacité, le pouvoir de s'améliorer avec des petites modifications au code pénal, notamment si on pense la législation comme étant comment on dit ça? Comme étant orientée vers la paix et non seulement envers la guerre, tel qu'il était le cas des deux législations spartiates et crétoises. Donc, ce que l'étrangère d'Athènes essaie de faire avec ses interlocuteurs, c'est vraiment de les persuader, les convaincre que leurs lois sont déjà bonnes, leurs croyances sur ce qui est le bien, la guerre, la vertu sont déjà solides, mais on pourrait l'améliorer en apportant quelques modifications, petites modifications, mais lorsqu'on lit ces modifications, on nous rend compte que c'est encore une fois une mobilisation du projet callipolitain de la République dans les lois. C'est-à-dire, l'étrangère d'Athènes a comme paradigme de vertu la cité de la République, la Callipolis. Mais il essaie de montrer, sans utiliser des arguments radicaux à ses interlocuteurs, pourquoi c'est mieux de poursuivre une vie vertueuse. C'est ça l'effort de fond que la législation de la Magnésie veut faire avec des gens, les nouvelles arrivantes, pour les nouvelles magnètes, la première génération de magnètes. Et ensuite, avec la deuxième génération de magnètes, on parlera d'une éducation gymnastique, une éducation musicale qui vise à façonner l'âme des enfants dès la naissance et même avant.
Donc, l'enjeu principal, c'est que dans la magnésie, on a des citoyens qui possèdent déjà des croyances fermes sur ce qui est le vrai et le beau et la vertu. Donc, le législateur ne veut pas changer ces croyances. Il veut plutôt les adapter à la législation de la magnésie en faisant une pratique rhétorique. C'est pour ça que les préambles à la loi existent, pour essayer de comprendre le nouvel magnet, que la législation telle qu'elle est présentée par le législateur est bonne. Et ça montre, d'une certaine manière, que les magnets, les premiers magnets, sont des gens irrationnels, des gens qui aiment des opinions, qui n'ont pas un véritable accès à la connaissance. Ça, c'est dans les terrains politiques. Donc, dans les terrains des textes, on a un autre argument pour soutenir que les magnets sont en fait des hommes et des femmes irrationnels. Et c'est l'argument que Henrik Lawrence a mobilisé dans The Brute Within. Il constate que dans les dialogues tardifs, surtout dans les timés, il a vraiment un effort pour thématiser comment est-ce que l'irrationalité, c'est que Platon identifie dans la République avec les pituméticons, les producteurs, et les timoéris, les auxiliaires. Comment est-ce que cette irrationalité peut se communiquer avec la rationalité, avec les logisticons, avec la partie immortelle de l'âme? Donc, dans Timée, ce sont les lignes 70 à 300. Dans Timée, il a vraiment un effort explicatif pour essayer de montrer que l'âme est en communication. Les trois parties de l'âme sont en communication. Mais la manière dont Timée démontre ça, c'est en appelant à quelque chose qui sera thématisé après par Aristote comme la fantasia. Ce sont des rêves, des images de la mémoire. La rationalité et le logisticon utilisent les données de la perception, ces images, ces rêves, pour communiquer avec les rationalités, les appétits, les pituméticons. Donc, il a une manière de communiquer entre les trois aspects de l'âme. Et ça montre aussi que les rêves, les images, ce sont les matériels qui mobilisent, c'est les matériels qui mobilisent l'éducation gymnastique et l'éducation musicale. Les poèmes, la danse, les mouvements corporels sont là pour aider à la irrationalité, aux appétits et aux affects, à mieux comprendre le sort de la raison. C'est parti, c'est quelque chose que je travaille, c'est quelque chose sur laquelle je travaille encore, mais vraiment, je pense qu'il y a une communication entre les logisticons et la partie plus basse de l'âme, les appétits, moyennant la poésie et les exercices gymnastiques, notamment les exercices de la corella, la danse des trois cœurs dans les lois. Donc, si cette hypothèse se prouve comme véritable, on verra que l'éducation dans les lois s'adresse non seulement aux affects, mais aussi aux appétits. Ça veut dire s'adresse à toutes les rationalités entières, même si dans les lois, il n'a pas une mention explicite à la tripartition de l'âme.
même si on ne parle pas des appétits et des affects de manière séparée, l'étranger d'Athènes vraiment mélange un peu les deux, on peut voir une participation de les trois aspects de l'âme dans l'éducation de l'irrationalité. Et c'est ça que j'essaie de travailler un peu plus. Donc, pour l'instant, c'est tout que je n'ai. Donc, merci pour votre temps et pour votre patience.